Donc pour terminer, Clément Dussart, donc enseignant-chercheur à l'ESP d'Aquitaine, va nous parler d'un projet, le projet LEAD, qui vise à concevoir des formations. Il va nous expliquer en quoi ça peut être collaboratif. Merci Anne. Alors oui, je vais vous parler de co-design de scénarios pédagogiques avec le cas du programme LEAD. Alors je vais commencer par présenter rapidement ce qu'est le programme LEAD. LEAD, ça veut dire Laboratoire des pratiques innovantes en design. C'est un programme région donc, qui est sur 3 ans, hein, c'est assez court. On a commencé en janvier 2017. Il est porté par Stéphanie Cardozo, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, mais spécialiste du design. Elle a fait sa thèse là-dessus. Et nous avons un site internet, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez noter lab-design-pédagogie.com. Alors, le programme LEAD, c'est une recherche qui est expérimentale en pédagogie, ou plus précisément, on pourra dire en design appliqué à la pédagogie. C'est-à-dire qu'on va, avec les outils et méthodes du design, co-créer des scénarios pédagogiques. Alors, co-créer, ça veut dire co-créer en fait avec les enseignants du cours. Alors là, en l'occurrence, on est dans l'enseignement supérieur, hein, mais ça peut se transférer dans l'enseignement secondaire, voire primaire. Mais en tout cas, dans le supérieur, on est avec des enseignants-chercheurs qui ont fait le cours, qui ont un cours qui est plutôt transmissif à la base. Mais nous, on va les voir, on leur dit tiens, on a des outils numériques vachement sympas, on a une autre approche, est-ce que vous voudriez tenter quelque chose ? Et donc ces enseignants, quand ils sont motivés et qu'ils nous disent oui, ils viennent avec 2-3 étudiants lors d'une séance de co-création et avec Stéphanie Cardozo, éventuellement moi ou quelqu'un d'autre du projet, et on travaille ensemble pour scénariser en fait quelque chose. Donc on utilise des outils numériques qui sont collaboratifs et immersifs. Je vais vous montrer après les outils en question. Alors, le but du programme, j'en reparlerai pas beaucoup parce que c'est important, mais c'est pas l'enjeu de ce dont je vais parler maintenant. C'est d'atteindre une expérience optimale d'apprentissage au travers du flow notamment, donc d'être absorbé dans la tâche, que les étudiants soient complètement absorbés, voilà. Et de proposer des apprentissages qui favorisent la mémorisation, le plaisir, l'intérêt, la motivation. On est un peu ambitieux, mais on tente. Et on verra ce que ça donne. En fait, on est en train de voir, on a des premiers résultats qui sont plutôt encourageants, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, on est une équipe pluridisciplinaire, je vais passer très rapidement, sciences de l'information et communication, sciences de l'éducation, bien sûr, design, psychologie cognitive, transmédia storytelling et quelques partenaires privés également. Alors, le LEAD, c'est à la fois donc, un programme de recherche, mais c'est aussi matérialisé par une salle dans laquelle ont lieu ces cours, un peu des cours qui sont collaboratifs, immersifs, etc., où il y a en gros 2 grands outils, en fait, on va dire. La première partie, c'est celle que j'ai encadrée en rouge là-dessus. Alors, on le voit pas trop en noir, c'est un écran géant, 87 pouces de diagonale, c'est assez grand, et une table interactive qui est beaucoup plus utilisée que l'écran. La table et l'écran ont la même fonction, hein. C'est tactile, donc on rentre dessus très facilement. L'idée, c'est de ne plus être derrière son ordinateur, mais de pouvoir agir directement dessus en groupe. Donc les étudiants vont venir travailler dessus. C'est une table qui a été développée par une société bordelaise, mais à la base plutôt pour la collaboration lors de réunions en fait, en entreprise. Mais quand le projet a été monté, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut réutiliser ça dans de la pédagogie et on le fait, ça marche plutôt bien. Et l'outil au fond, c'est le Hive 3D. Alors on le voit pas très bien peut-être comme ça, mais c'est un écran qui fait presque 360 degrés, qui est surtout à 180 et qui est après réduit sur l'arrière, où on projette un environnement 3D dans lequel on va pouvoir se promener, agir un petit peu aussi, déplacer des objets, faire des dessins dessus, etc. Et donc l'idée, c'est que là, on ait une dimension immersive, en fait, on va dire, de l'apprentissage. Alors, dans l'idée, les scénarios qui sont produits, c'est pour que les étudiants aient plus la main sur les contenus du cours. On ne dit pas que c'est forcément bien, hein, on teste pour voir. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Hein. L'enseignant a une position qui est plutôt celle du facilitateur d'apprentissage. Le travail des étudiants est toujours en groupe. C'est une contrainte parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils et la salle est assez petite, donc on est obligé de les faire travailler en groupe. Et en même temps, c'est un choix pédagogique initial aussi. Et alors, un point important par rapport aux outils, c'est que les outils ne sont pas faits pour remplacer le vidéoprojecteur. Je dis ça parce que certains enseignants, quand ils ont vu la salle, on les a d'ailleurs gentiment écartés du panel, ne voulaient pas faire autre chose que projeter en fait, sur l'écran leur diaporama. Ce qu'on ne voulait pas parce que ce n'est pas du tout l'objectif derrière.
Alors, c'est un projet qui nécessite une forte implication de la part des enseignants, mais ils sont enseignants-chercheurs, vous savez ce que c'est. Donc, avant même le premier cours, ils ont passé au moins 8 à 10 heures avec nous, parce qu'il y a tout un tas d'étapes. Mais ils ont refait leur scénario, ils sont très contents en général, et ils ont pris en main des outils. Alors, pris en main, plus ou moins. Je vais y revenir. Alors, un exemple pour que ça soit un peu plus parlant, donc ça, c'est un extrait d'un storyboard d'un scénario, où c'est un cours d'archéologie, précisément d'archéométrie, où les étudiants vont venir se mettre à la place du visiteur antique, en fait. Donc, ils sont dans le Hive 3D, justement, dans cet écran qui projette l'environnement. Ils vont visiter l'acropole d'Athènes. Donc, c'est un vrai fichier avec l'acropole, comme ça. Ils se promènent dedans, ils se mettent à la place du visiteur. Et comme ça, ils se posent des questions. Ils disent, tiens, quand on est face à ça, pourquoi tel objet a été mis comme ça et pas comme ça? Par exemple, moi j'ai découvert que la statue d'Athéna qui est à l'entrée n'est pas du tout alignée avec les escaliers. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, l'architecte avait des idées derrière. Et donc, ils vont venir observer ces choses-là, essayer de se mettre à la place d'eux. Alors, c'est un exemple, hein, on a des cours d'histoire, des cours, on a plein d'autres cours. Alors, les questions que je veux poser aujourd'hui, c'est autour de la posture des enseignants face au renouvellement de leurs pratiques, et notamment, vous allez voir, en rapport avec le numérique, c'est-à-dire, est-ce que le fait de renouveler leurs pratiques, c'est chasser le naturel et revient au galop, c'est-à-dire, on dit qu'on va renouveler et finalement, on perd pied ou on n'est pas satisfait ou même on ne peut pas faire autrement, on se sent obligé de refaire ce qu'on faisait avant, ou est-ce que vraiment il y a une modification de la posture ? Alors, ce sont de premières observations qui sont incomplètes, c'est du ressenti. On est en train de traiter les données sur les étudiants, pas trop sur les enseignants pour l'instant, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, tout ça. Mais enfin, c'est du ressenti qui est partagé sur l'ensemble des membres du projet. Alors déjà, moi, ce que j'ai observé, parce que j'ai été donc sur ce projet depuis janvier, j'étais post-doctorant avant là-dessus, c'est qu'il y a une alternance entre excitation et anxiété. C'est-à-dire que quand on va les voir, quand on leur montre les outils, en général, ils nous disent « Waouh, c'est génial, j'ai envie de faire ça, 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 on pourra faire ça avec, etc. » Donc, ils sont très, très motivés. Et après, déjà, on leur demande du temps. Donc ça, c'est un peu plus embêtant, c'est qu'on leur demande aussi de formuler des objectifs pédagogiques. Et je ne veux pas jeter un pavé dans la mare, hein, mais beaucoup d'enseignants du supérieur ne savent pas formuler des objectifs pédagogiques. Voilà, c'est un peu... Enfin, c'est... ou ont des difficultés à formuler des objectifs pédagogiques. En tout cas, nous, ce qu'on a vu, voilà, ça a été un petit peu compliqué. Ce ne sont pas des enseignants en sciences de l'éducation, je précise. Alors ensuite, on a la séance de co-design avec des ajustements de scénario. Et là, ils sont très contents parce que donc on les a accompagnés. Ils ont eu cette séance de co-design qu'ils ont trouvée très intéressante parce qu'ils ont un scénario complètement revu. Ils ont été confrontés à leurs étudiants parce qu'en général, c'est des étudiants qui avaient déjà eu le cours avant, mais de manière plus classique. Ils sont contents de repenser leur posture, d'avoir clarifié un petit peu ce qu'ils voulaient faire. D'avoir été confrontés, comme je disais, à leurs étudiants pour voir aussi ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, de se rendre compte que leurs étudiants ont des idées qui peuvent être très très intéressantes auxquelles ils n'avaient pas du tout pensé. Voilà. Et après vient la prise en main des outils et c'est là qu'est, parce que tout à l'heure c'était un peu une blague, là c'est là qu'est la vraie anxiété, c'est-à-dire qu'ils sont face à des outils qui ne sont pas forcément simples d'abord. La table interactive, ça se prend en main très facilement, rapidement, etc. Le Hive 3D, beaucoup plus difficilement. Et certains enseignants ont passé pas mal de temps dessus et en ayant un certain nombre de difficultés parce que ça demande beaucoup de changements vraiment dans la manière de voir les choses aussi, parce qu'on est dans un vrai environnement 3D. Donc manipuler des objets en 3D, c'est pas du tout la même chose que de manipuler de la 3D sur un écran en 2D. Par exemple, et puis c'est également un ensemble d'éléments à prendre en main. Mais une fois les cours passés, ils sont en général, sauf un enseignant, on a eu 6 enseignants là-dessus en test, ils sont en général extrêmement contents, trouvant que les étudiants ont adoré le contenu du cours, ce qui le cas pour un certain nombre d'étudiants de ce qu'on a pu voir, que ça a été un apport particulier pour eux parce que pareil, manipuler les images, se promener dans de la 3D, etc., ça apporte autre chose. Ils ont été très contents aussi parce que certains enseignants nous ont dit très sincèrement qu'ils n'étaient pas à l'aise pour laisser les étudiants faire et là, ils ont été contents de voir que ça fonctionnait bien.
Je vais revenir dessus d'ailleurs, mais c'est vrai à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants de licence deuxième année, par exemple. Nous, on s'était posé la question, est-ce qu'en deuxième année de licence ou est-ce qu'en Master 2, on laisse faire de la même manière ou pas, etc. Donc, ça s'est passé de la même manière et très bien dans les deux cas. Alors, une hypothèse que j'avais sur la posture enseignante qui est, extrêmement... c'était vraiment un test là, pour aujourd'hui. C'est en plus quelque chose qui est sur 2 axes, alors qu'il en faudrait 4 ou 5 pour vraiment être complet. Mais on a pu observer qu'il y avait des enseignants qui avaient une posture plus ou moins souple. Donc ça, c'est de manière assez classique. Et également, par rapport aux outils numériques, une anxiété ou moins d'anxiété. Quand je parle de posture souple ou rigide, je parle du contrôle qu'ils veulent exercer sur leur cours. C'est pas seulement suivre le scénario, mais c'est vraiment contrôler tout ce qui se passe dans la salle de cours. Et c'est une confiance aussi envers les étudiants, parce qu'on a certains enseignants, et je les critique pas négativement, mais qui ont porté un regard sur les étudiants en disant là, j'ai pas osé les laisser faire parce que j'avais peur qu'ils cassent tout, parce que je voulais pas qu'ils fassent, voilà. Alors, en haut, ce qu'on a observé sur les postures, ce qu'on aurait plutôt la posture classique, la posture de médiateur. Médiateur des savoirs quand il ne maîtrise pas les outils techniques, médiateur quand il maîtrise les outils techniques, mais pour l'instant, on n'en a aucun. On a plutôt des médiateurs des savoirs, ce qui est la posture la plus adoptée par l'ensemble des enseignants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme ils ne sont pas à l'aise avec les outils techniques, ils délèguent ça en fait aux étudiants. Ils disent, écoutez, moi je ne sais pas faire, essayez de voir si vous trouvez. Alors nous on est présents pas loin en fait en général, mais l'idée c'est qu'ils soient plus ou moins autonomes quand même avec ça, sans nous appeler trop souvent. Et en fait les étudiants prennent en main les outils avec beaucoup de facilité. Ce qui peut être assez frustrant, se sent vieillir d'un coup. Et en bas, on aurait ceux qui ont une approche plus dirigiste. Et on a eu le cas d'un enseignant qui n'a pas osé se servir des outils, mais ni même de demander en fait aux étudiants. Ce qui fait qu'il ne s'en est pas servi alors que c'était initialement prévu. Et là, du coup, on modifie un peu le scénario, en fait, même complètement. Ça a été le cas d'un cours sur 5 cours qu'il avait. C'est pas... Voilà. Voilà. Alors pour aller vers des conclusions précoces, j'ai été très rapide. L'expérience, alors qu'elle s'adresse à des enseignants, je dis des enseignants intéressés, c'est-à-dire que nous, notre panel, on a essayé de voir des enseignants motivés qui voulaient s'impliquer dedans, qui avaient le temps aussi de s'impliquer dedans, parce que alors le temps, ils l'avaient plus ou moins, mais enfin, qui étaient prêts en tout cas à consacrer un certain nombre d'heures à ça. Ça plaît à presque tous les enseignants. Alors, encore une fois, c'est sur 6, c'est un petit panel. 6, mais 17 séances de cours, je crois, derrière, ou 15, je ne sais jamais. Il y en a un qui n'a pas été satisfait. Lui, ça ne lui a pas apporté grand-chose. Il avait déjà une approche très originale et les outils numériques n'ont pas révolutionné. Ce qui était intéressant, c'est de voir la modification dans la posture, parce qu'effectivement, je le redis, ce sont des enseignants qui avaient une approche transmissive, exclusive, tout le temps, qui ne faisait jamais travailler en groupe les étudiants aussi, ou très rarement. C'est le seul d'ailleurs qui n'est pas très satisfait. Donc ça leur a donné vraiment autre chose, quelque chose d'assez différent. Et en même temps, on a pu voir que ça modifie, mais jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire, ça dépend bien sûr du scénario. Des séances aussi, d'une séance à l'autre, ça peut être assez différent avec un même enseignant, et ça dépend aussi de l'enseignant, à quel point il lâche ou pas. Ce qui a été intéressant à voir par contre, c'est qu'il y a une modification de la posture très rapidement. Moi, les enseignants, je les connais pour certains depuis des années et des années. Il y en a une notamment que je sais être une approche plutôt autoritaire, dirigiste, etc. Mais très tôt, là, elle s'est dit « Ok, je vous laisse faire. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. » C'est une femme. Et elle s'est mise dans une posture d'ouverture totale dès le départ. Elle a été ravie d'entendre les étudiants critiquer son cours de manière sympathique, mais c'était voilà. Ça donnait quelque chose d'assez intéressant. C'est une posture qui reste variable dans le temps quand même. C'est-à-dire lors de la séance de co-design, la posture est souvent d'ouverture justement. On se dit tiens, je vais renouveler mes pratiques, je vais tester autre chose, etc. Par contre, quand on est dans le cours, là, il y a la confrontation à la réalité. C'est là que certains lâchent un petit peu parce que les outils numériques, quelquefois, il y a un petit plantage, il y a des difficultés à trouver un fichier, à mettre quelque chose dessus, etc. Donc ça a pu être bloquant pour certains, mais sauf pour un, pas de manière très durable.
Et ce qui est très encourageant pour nous, c'est, je ne parle pas des résultats des étudiants là, mais déjà les résultats sont plutôt encourageants en termes de motivation, d'intérêt et d'apprentissage aussi, ça on va le voir plutôt dans 3 mois. Mais les enseignants en tout cas, ils veulent recommencer, ils veulent revenir, ils veulent améliorer leur cours pour l'an prochain, ils gagnent en assurance. Ce qui veut dire que les outils numériques qui ont fait peur pendant un temps, pour certains, là ils se disent tiens, ok, je suis prêt à retenter, je suis prêt à refaire et je serai un petit peu plus à l'aise avec. Et donc sur l'apport du co-design, alors j'ai pas tellement parlé de design faute de temps, il faut vraiment entendre derrière design, non pas comme design esthétique hein, bien sûr, mais design de projet, c'est-à-dire le processus qu'on va mettre en œuvre pour développer quelque chose et notamment le prototypage rapide. Nous quand on produit des scénarios, c'est une forme de prototypage rapide. Qui vont être améliorés l'année prochaine, c'est ça. C'est donc un prototype en cycle, comme ça on refait conception, voilà. Eh bien, ça produit des enseignements qui étaient inattendus de la part des enseignants à la base. Si on leur demandait ce qu'ils avaient prévu de faire, c'était pas forcément ça. Et cela grâce à... Oui, c'est bon. Et cela grâce à la présence d'étudiants dans une approche horizontale, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que lors de la séance de co-design, vraiment voilà, tout le monde était au même niveau, on utilisait les mêmes outils, alors, il y avait des cartes à jouer, il y avait des storyboards de scénarios, etc. Les enseignants ont laissé faire les étudiants aussi, sont beaucoup ouverts à leurs propositions, en recadrant quelquefois en disant mais ça sera pas possible, bon. L'espace, ça on n'est pas sûr, mais on se demande si l'espace qui est hors salle de cours aussi n'a pas aidé à la créativité. Déjà il y a les outils numériques autour, on est dans un space lab si on veut dire, mais du coup on a quelque chose d'un peu particulier et qui fait que on le sent, hein, les étudiants sont rapidement à l'aise. Alors j'en ai pas parlé non plus, mais on fait avec eux un petit jeu avant un jeu de balle, comme au théâtre en fait. Enfin, moi j'ai connu ça avec le théâtre, où on apprend à faire connaissance, on échange des choses, on fait de la collaboration avant même d'avoir commencé la séance de co-design en fait, avec un jeu, mais pendant une demi-heure ils sont là-dedans, ils comprennent pas trop pourquoi. D'ailleurs on a beau leur expliquer pourquoi, ils font pas forcément le lien, mais après ils sont détendus, ils se connaissent un peu mieux, ils sont prêts à travailler ensemble, ils sont prêts à créer. Grâce aux outils numériques aussi qui donnent des idées, qui peuvent aussi contraindre, c'est vrai, d'ailleurs on a des outils qui contraignent beaucoup hein, sur l'ensemble de choses qu'on peut faire avec. Mais là-dessus, je vais faire une citation d'André Gide, que j'aime beaucoup. L'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. C'est-à-dire que ces contraintes-là nous aident à créer quelque part. D'accord, on est contraint, c'est comme au théâtre d'improvisation, on contraint un petit peu, mais c'est ce qui va aider à créer derrière. Et grâce à l'approche design, j'en ai parlé. Donc pour terminer, la collaboration finalement, donc entre enseignants, étudiants et designers, parce qu'il y a quand même cette designeuse et un enseignant-chercheur aussi autre présent en général qui participe à tout ça, qui anime un petit peu la séance de co-design, permet de produire des scénarios qui sont originaux, motivants et qui favorisent l'apprentissage. En tout cas, des premiers éléments qu'on a, encore une fois, sont des premiers éléments sur les étudiants, ça a l'air d'aller vers là. Sachant juste une dernière chose, que il peut y avoir sur 24 heures de cours, il peut y avoir 5 séances au sein du lead et le reste en cours classique. Hein, voilà. Donc on peut vraiment mêler les deux et ça fonctionne bien. Merci de votre attention.